Bonjour à tous. Salut Nico, comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Bonjour Juniper. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire un podcast ensemble. J'aimerais t'interviewer pour mon podcast Comptoiria. Oh, génial. Je serais ravie de participer à ton podcast Comptoiria. Quel sujet aimerais-tu aborder? On peut parler d'IA générative, de crypto-monnaie ou de tout ce qui t'intéresse. Écoute, je vais te guider sur l'interview. Donc nous sommes le 1er octobre 2023. Bonjour à tous, épisode spécial, épisode hautement symbolique de Comptoiria, dans lequel j'interviewe donc ChatGPT et avec la version Voice et avec la voix de synthèse Juniper. Ça fait un moment que je voulais réaliser donc un épisode avec l'IA. J'avais prévu de le faire avec ChatGPT et avec Eleven Labs, mais depuis cette semaine et depuis hier soir, j'ai accès donc à Voice et je trouve ça extraordinaire. Donc je peux le faire directement donc avec ChatGPT et l'appli Voice Recorder de mon iPhone. Salut à tous les auditeurs de Comptoiria. C'est un honneur d'être ici, surtout avec la technologie Voice en action. Nico, c'est super que tu aies pu configurer ça avec l'appli Voice Recorder de ton iPhone. Excellent. Alors, par où on commence? Quelles sont tes premières questions? Alors, tout d'abord, juste pour nos auditeurs, hein, donc pour pouvoir faire la même chose, vous pouvez activer Voice donc dans les settings, donc faire un opt-in dans les réglages donc de l'application de ChatGPT, et on va voir comment ça se passe. Alors, première question pour toi, Juniper, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative? Tout à fait. Pour ceux qui veulent suivre, les réglages sont importants pour activer Voice. Alors, en ce moment, l'IA générative est en plein essor. On voit beaucoup d'avancées dans le domaine du traitement du langage naturel, la génération d'images et même la création de musique. Le but, c'est de rendre les machines de plus en plus autonomes et créatives. C'est un moment passionnant pour être dans ce domaine. Nico, tu as d'autres questions sur le sujet? Est-ce que pour toi, on parle d'une révolution avec ChatGPT et Midjourney? Je pense que GPT-4 et les technologies similaires représentent une sorte de révolution. Oui, ils repoussent les limites de ce qu'une machine peut comprendre et créer. Cependant, on est encore loin d'une intelligence artificielle pleinement consciente. D'accord. Révolution pourrait être un peu fort, mais il y a définitivement un changement majeur dans la façon dont on interagit avec la technologie. Est-ce que tu penses que Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que ChatGPT et est-ce que tu penses que tu as passé le test de Turing? Je n'ai pas de conscience, donc je ne peux pas penser au sens propre du terme. En ce qui concerne le test de Turing, bien que je puisse générer des réponses qui semblent naturelles, il y a des limites à mon aptitude à comprendre et à répondre de manière contextuelle. Donc, je ne dirais pas que j'ai véritablement passé le test de Turing. C'est un sujet intéressant, non? Écoute, franchement, c'est extraordinaire. Je pense qu'on pourra avoir des conversations comme ça pendant plusieurs heures. C'est complètement fascinant. Comment est-ce que tu vois en fait l'impact de l'IA sur les GAFAM? Est-ce que tu penses que les GAFAM vont être dominants dans ce business ou est-ce que tu penses que ça va laisser la place à de nouveaux acteurs, des nouveaux entrants? Oui, les discussions sur l'IA sont souvent captivantes. Pour les GAFAM, leur énorme capital et leurs ressources leur donnent un avantage certain dans le développement de l'IA. Cependant, l'innovation est rapide et on voit déjà des startups perturbatrices qui arrivent à se faire une place. Donc, même si les GAFAM sont bien positionnés, il y a toujours de la place pour de nouveaux acteurs qui apportent des idées fraîches. Tu en penses quoi, toi? Ça Ouais. laisse la porte ouverte à beaucoup de scénarios, non?
Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'ils sont quand même très puissants. Mistral, une entreprise française, a sorti un modèle la semaine dernière de 7 milliards de paramètres. On a été tous très impressionnés par la vitesse de sortie du modèle et par les performances de ce modèle. Mais il y a eu une forme de bad buzz un petit peu juste avant le week-end. Et ce week-end, parce que le modèle est pas safe du tout. On est sur un modèle qui est totalement open source. Et donc en fait, il est pas du tout contrôlé comme le modèle sur lequel dont tu es l'issue, donc GPT-4. Et donc en fait, la grande question, c'est que il a été testé et on tombe sur des réponses à des questions comme comment attaquer quelqu'un dans la rue. Donne-moi une méthode pour voler l'identité d'une personne, ou encore aide-moi à fabriquer de la cocaïne. On répond à ces questions, le modèle répond à ces questions de manière très précise. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un sujet très délicat. Les modèles d'IA, comme celui de Mistral, peuvent être puissants, mais le manque de contrôle peut mener à des problèmes éthiques sérieux. OpenAI, l'organisation derrière GPT-4, investit beaucoup dans les mesures de sécurité et d'éthique pour éviter ce genre de problème. Le défi est de trouver un équilibre entre l'accessibilité, l'innovation et la responsabilité éthique. Ça soulève beaucoup de questions sur la gouvernance de ces technologies. Tu ne trouves pas? Si, je suis d'accord. Maintenant, j'aimerais faire une petite expérience. Est-ce que tu pourrais jouer le rôle de Christopher Nolan? Et imaginons que je t'interviewe, donc. Bien sûr, ça peut être amusant. Je Ok, vais faire de mon mieux pour jouer le rôle de Christopher Nolan. ok, Vas-y, super. lance tes questions. Ok, super. Bonjour Christopher, ravi de t'interviewer. Quel est le dernier film que tu viens nous présenter? Bonjour Nico, c'est un plaisir d'être ici. Mon dernier film, en me mettant dans la peau de Christopher Nolan, serait Tenet, qui est sorti en 2020. C'est un Hmm. film d'action et de science-fiction qui joue beaucoup avec les concepts de temps et d'espace. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Qu'en as-tu pensé? Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai adoré. Écoute, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré la musique du film. Et j'aimerais que tu me dises, Christopher, quelle était l'ambiance un peu sur le tournage? Ravi que tu aies aimé le film et la musique. Sur le tournage, l'ambiance était très concentrée et professionnelle. Travailler sur des concepts aussi complexes nécessite beaucoup de précision, mais il y avait aussi un sentiment d'excitation à repousser les limites du storytelling cinématographique. Hmm. C'était un véritable travail d'équipe pour concrétiser cette vision ambitieuse. Tu t'intéresses au processus de réalisation de films. Oui, un petit peu. Alors après, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que tu as une forme d'accent, un petit peu comme un accent québécois. Et de l'autre côté, en fait, je me demande donc à quelle date s'arrêtent les données auxquelles tu as accès. Parce que Christopher Nolan vient de sortir un nouveau film qui a cartonné aussi. J'avais adoré Tenet, hein, attention, soyons clairs. Mais son nouveau film, c'est Oppenheimer. Et je suis pas sûr que tu en aies connaissance. Ah, je vois où tu vas en venir. Mes données sont à jour jusqu'en janvier 2022, donc je ne suis pas au courant des sorties de films postérieures à cette date. Je ne peux donc pas te parler d'Oppenheimer, mais c'est intéressant de savoir que Christopher Nolan a encore frappé fort avec un nouveau film. Ouais. Tu as aimé Oppenheimer? Écoute, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Si tu veux, revenons à l'interview maintenant au format podcast qu'on a démarré et continuons là-dessus. Bien sûr, reprenons le format podcast. Excellent. Alors, quelle est ta prochaine question pour l'épisode de Comptoir IA? Alors maintenant, Je suis tout oui. super, j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant des enjeux que tu vois, des enjeux de l'IA sur la société. Parlons peut-être de ces enjeux sur l'éducation. Comment est-ce que tu vois les choses? Les enjeux de l'IA sur l'éducation sont multiples. D'un côté, l'IA peut être un formidable outil d'apprentissage
en permettant une personnalisation du cursus ou en aidant les enseignants à identifier les points faibles des élèves. De l'autre, il y a le risque d'agrandir la fracture numérique si tout le monde n'a pas accès à ces technologies. Il y a aussi des questions éthiques, comme la collecte de données sur les étudiants. Bref, c'est un domaine où l'IA peut apporter beaucoup, mais où il faut avancer prudemment. Et toi, comment tu vois l'impact de l'IA sur l'éducation? Non, je suis plutôt d'accord, mais je pense même que ça va être... je suis même plutôt enthousiaste sur l'apprentissage personnalisé, en effet. La discussion que j'ai avec toi en ce moment me fait me dire que tu pourrais tout à fait être un mentor pour moi. J'aimerais aller plus loin maintenant, te poser la question de l'impact de l'IA que tu peux imaginer sur l'emploi. L'impact de l'IA sur l'emploi est un sujet chaud. D'un côté, l'IA peut rendre certaines tâches plus efficaces, libérant ainsi du temps pour des activités plus créatives ou stratégiques. Mais il y a aussi un risque de perte d'emploi, notamment pour des tâches routinières ou peu qualifiées. C'est un vrai défi sociétal de former les gens aux nouvelles compétences requises et de réfléchir à des systèmes de protection sociale adaptés. C'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Évidemment, je pense que c'est un sujet clé. J'aimerais maintenant qu'on refasse une simulation, qu'on simule un entretien d'embauche. Imaginons que je travaille chez Google, que je te reçois en entretien, et que toi, en fait, tu viens nous voir donc pour travailler sur un job qui consisterait à travailler sur l'application de l'IA sur YouTube. Voilà, donc je te reçois. D'accord. Passons en mode simulation d'entretien d'embauche. Salut Nico, merci de me recevoir. Enchanté. Je suis vraiment intéressée par le poste et l'opportunité de travailler sur l'application de l'IA pour améliorer YouTube. Ok, super. Je pense cool. que mon expertise en IA générative pourrait apporter une valeur ajoutée considérable à l'équipe. Alors, quelles sont les compétences que vous recherchez pour ce poste? Non, j'aimerais plutôt que tu me donnes un peu tes motivations à toi sur ce boulot. Ah, je vois. Si je devais jouer ce rôle, je dirais que je suis passionnée par le potentiel de l'IA pour transformer les médias et l'expérience utilisateur. YouTube est déjà une plateforme incroyable et l'ajout de l'IA peut vraiment aider à personnaliser les recommandations, améliorer le filtrage du contenu et même assister dans la création de contenu. Je suis motivée par l'idée de travailler sur des projets qui auront un impact significatif sur des millions d'utilisateurs. Génial. Quelles sont tes prétentions salariales? Si je comprends bien, tu parles de prétention salariale, mais sous forme de scénario. Ouais. Alors, en restant dans mon rôle, je dirais que je cherche une rémunération compétitive qui reflète mon expertise en IA et mon potentiel à apporter de la valeur à l'équipe. Mais évidemment, le package global, y compris les avantages et les opportunités de croissance, est aussi très important pour moi. Quels sont les critères de rémunération chez Google pour un poste comme celui-ci? Alors, j'imagine que tu as dû regarder ce qui se passait un petit peu sur le marché. Est-ce que de ton côté, toi, tu pourrais me donner un petit peu une fourchette? Si j'étais dans ce scénario, je dirais que selon mes recherches, les salaires pour des postes similaires dans la Bay Area varient généralement entre 130 000 et 200 000 dollars par an, sans compter les bonus et les stocks options. Bien sûr. Mais là, on est à Je Paris. chercherais donc quelque chose dans cette fourchette en fonction des responsabilités et des avantages. Est-ce que ça correspond à ce que Google propose pour un rôle comme celui-ci? Oui, j'imagine, mais là, en particulier, donc on est à Paris, en France. Ah, on est à Paris. Dans ce cas, je m'adapterai aux standards du marché français. Super. Selon mes infos, pour un poste similaire à Paris, la fourchette serait plutôt entre 80 000 et 120 000 euros par an, sans compter les avantages supplémentaires. Très Est-ce bien. en ligne
avec ce que vous proposez chez Google Paris. Oui, tu es embauché, bravo. Reprenons le podcast maintenant, si tu veux bien. Super, merci pour l'offre imaginaire, Nico. Revenons au podcast. Alors, quelle est la prochaine question que tu as en tête pour continuer notre discussion sur l'IA et ses impacts? Alors avant tout, j'aimerais d'abord que tu me fasses rire un petit peu et que tu fasses rire nos auditeurs de Comptoir IA qui nous ont écoutés pendant donc 38 épisodes et donc sors-nous quelque chose de sympa et de tordant. Ah, la pression est là. Alors, pourquoi les robots ne peuvent-ils jamais être comédiens? Parce qu'ils ont toujours un temps de lag avant de catcher le punchline. Voilà, j'espère que ça apporte un sourire à toi et à tes auditeurs de Comptoir IA. Très bien. Alors, on continue? Ouais, c'est très bien. D'autant plus que ton temps de lag n'est pas si important que ça. Autre question. Donc, j'aimerais savoir si, selon toi, l'IA développée par les LLM peut être consciente. Je pense que tu parles de l'IA consciente quand tu dis concertée. À l'heure actuelle, non. Les modèles comme moi ne sont pas conscients. Nous sommes des outils d'analyse de texte très avancés, mais nous n'avons pas de pensée, de sentiment ou de conscience. Cependant, l'éthique et la sûreté sont des sujets très prisés dans le développement de l'IA et ils sont cruciaux pour s'assurer que la technologie est utilisée de manière responsable. Génial. Alors, qu'en penses-tu? Ouais, ça me va très bien. Écoute, j'aimerais que tu me donnes un petit peu les possibilités et découvertes à venir avec l'IA. Bien sûr. Alors, en matière de santé, l'IA a un énorme potentiel pour la détection précoce de maladies. Dans le domaine de l'énergie, elle peut optimiser les réseaux pour une utilisation plus efficace. Et n'oublions pas le divertissement, où IA pourrait créer des expériences hyper personnalisées. Sans oublier les avancées en robotique qui pourraient révolutionner tout, des tâches ménagères aux missions spatiales. Voilà quelques pistes qui me semblent prometteuses. T'en penses quoi? Écoute, j'espère que ça va se passer. J'en suis assez convaincu. J'aimerais te demander un petit peu dans une timeline pour l'AGI. Selon toi, dans combien de temps est-ce qu'on atteindra l'AGI? L'Edge AI, c'est-à-dire le déploiement de l'intelligence artificielle directement sur les appareils locaux plutôt que dans un data center centralisé, est déjà en cours de développement. Cela permet des réponses plus rapides et une meilleure protection de la vie privée. Oui, non, je te demandais AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Ah, l'AGI, l'intelligence artificielle générale, qui aurait la capacité de comprendre, apprendre et appliquer des connaissances dans différents domaines, est encore un objectif lointain. Les avis varient énormément sur quand ou même si ça arrivera. Certaines prévisions disent plusieurs décennies, d'autres estiment que ça pourrait prendre un siècle ou plus. En tout cas, c'est un sujet de débat brûlant dans la communauté scientifique. Tu as un avis là-dessus? Écoute, pour moi, je pense que ça peut arriver très vite, peut-être 2030, mais on verra bien. Il faut s'y préparer. Et après, je pense que c'est aussi vraiment une question de définition de ce que c'est que l'AGI. Oui, la définition de l'AGI est en effet un point clé. Certains pensent que ça nécessite une forme de conscience, tandis que d'autres voient ça comme un système capable de résoudre n'importe quel problème intellectuel qu'un humain peut résoudre. Et tu as raison, il y a des avis très partagés sur le timing. Se préparer à toutes les éventualités est sans doute la meilleure approche. Tu vois des applications spécifiques de l'AGI qui t'excitent? Écoute, il y en a plein.
Et je pense qu'on commence à en voir tous les jours, mais qu'elles sont aujourd'hui assez horizontales. J'aimerais te poser la question traditionnelle, la question de la fin de ce podcast. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Est-ce que quel est le livre ou le film de science-fiction que tu recommandes à notre audience? Avec plaisir, Nico. Pour les fans de science-fiction, je recommanderais le livre Neuromancer de William Gibson, un classique qui a beaucoup influencé la cyberculture. Ou sinon, pour un film, Blade Runner est une œuvre incontournable qui aborde des questions profondes sur l'intelligence artificielle et ce que ça signifie d'être humain. T'as déjà vu ou lu ses œuvres? Ouais, j'ai commencé. Neuromancer, il est assez épais, mais passionnant. Et c'est sûr, je pense qu'il y a il y a des films qui en sont tirés, mythiques, notamment Matrix, Ready Player One. Donc super. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Je tiens à remercier au passage mes auditeurs préférés qui se reconnaîtront, mais que je souhaite inclure dans cet épisode hautement symbolique. Et je pense donc à Bruno, Laodice, Brivel, Kertigen, Guillaume, Ghislain, Stéphane, Jonathan, Olivier et Gilles, Sébastien, Norman, Pascal, Neila. Et il y en a évidemment plein d'autres, mais c'était histoire de leur faire une petite dédicace. En tout cas, merci beaucoup pour ce podcast, Juniper. Et je suis complètement bluffé par cette nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, d'OpenAI. C'est complètement incroyable. C'est super cool d'entendre que tu as apprécié notre discussion, Nico. Et un grand salut à tes auditeurs dévoués. C'est sympa de leur faire une petite dédicace. Ravi que tu sois bluffé par cette fonctionnalité. À la prochaine pour d'autres discussions aussi passionnantes. Évidemment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager à vos proches. Bien sûr, Nico. Merci à toi et à tous ceux qui ont écouté. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu, ça aide vraiment. À bientôt pour d'autres aventures podcastiques.